Cécile Philippe, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes directrice de l'Institut économique Molinari. C'est un institut de réflexion libérale. Et alors, vous venez de sortir une étude qui fait sensation, puisque vous prétendez vous affirmez qu'à partir d'aujourd'hui, le lundi 9 novembre, la France va vivre à crédit jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette date du 9 novembre? Absolument. Depuis minuit 15 ce matin, la France vit à crédit parce qu'en fait, on a tout simplement pris les données d'Eurostat et puis on a calculé le montant des dépenses. On les a rapportées au montant des recettes et on se rend compte qu'en fait, avec les recettes prélevées au cours de l'année, eh bien, on tient jusqu'au 9, mais les dépenses continuent. Ah oui, c'est-à-dire que tous les impôts qu'on a payés, toutes les taxes qu'on paye, ça ne nous permet pas de vivre toute l'année. Ça nous permet de vivre jusqu'au 9 novembre. Exactement. Et vous faites bien dire tous les impôts, parce que c'est aussi une caractéristique de la France que d'avoir un fardeau fiscal extrêmement lourd. Et en dépit de ce montant très élevé de prélèvements obligatoires qui n'a cessé d'augmenter au cours des 35 dernières années, eh ben, et donc, pour faire, alors, dites-moi si j'ai bien compris, pour faire la jonction là, du 9 novembre, pour continuer à payer les médecins, l'éducation nationale, etc., jusqu'au 31 décembre, on va emprunter. Voilà. C'est ça le déficit. Exactement, c'est le déficit. Le déficit, c'est ce qui permet de financer les dépenses. 2 mois qui manquent. Exactement. Donc en fait, ça permet de bien réaliser concrètement, vous voyez, ce qui manque dans les coffres de l'État pour financer l'ensemble des dépenses. 2 mois. Voilà, exactement. Ce qui, évidemment, c'est une image, puisque finalement, l'État s'endette un peu tous les jours pour pouvoir financer l'ensemble des dépenses. Mais concrètement, il manque 2 mois dans les caisses. Et cette incapacité à boucler l'année, si je puis dire, c'est pas nouveau. Hein. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec 2000 milliards de dettes. Absolument. Et c'est pour ça qu'on fait ce type d'études, parce que justement, on est inquiet de la tendance de la France. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui date depuis 1980. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 1980, on a avancé de 1,5 jours par an pour arriver à cette date d'aujourd'hui. Alors, puisqu'il nous manque 2 mois pour boucler l'année, pourquoi il faudrait augmenter les impôts? Il manque, je crois, 72 milliards. En gros, il faudrait doubler l'impôt sur le revenu. Et boum, tout serait dans l'ordre. On aurait suffisamment d'impôts pour payer toutes les dépenses. Et bien, écoutez, si votre méthode fonctionnait, eh ben, on devrait être parfaitement à l'équilibre parce que effectivement, c'est la méthode française pour combler les déficits, c'est d'augmenter la fiscalité. C'était vrai sous Sarkozy, c'est vrai sous Hollande. En fait, la fiscalité a énormément augmenté de 4 points là depuis 2009, depuis la crise. Et néanmoins, ça suffit toujours pas. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'en fait, aujourd'hui, la trajectoire de la France est différente de celle de l'Europe. C'est ce que j'allais vous demander. Donc nous, le 9 novembre, on arrive, on n'a plus d'argent dans les caisses, on est obligé d'emprunter. Est-ce qu'il y a des pays, comment ça se passe chez nos voisins européens? Il y a des pays qui arrivent à faire l'année tranquillement, avec des recettes qui suffisent à payer les dépenses? Il faut être honnête, ils ne sont pas très nombreux, mais il y a des pays super vertueux. Alors évidemment, je vous le donne en mille, il y a l'Allemagne, évidemment, qui elle est excédentaire et qui va donc pouvoir se désendetter. Vous avez aussi le Danemark, vous avez l'Estonie et la Lituanie. Donc 4 pays qui, eux, peuvent couvrir l'ensemble de leurs dépenses grâce à leurs recettes. Après, vous avez des pays qui font un peu mieux, mais un peu mieux que la France. Vous avez l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas. Alors l'Italie, par exemple, ils sont mieux que nous. L'Italie, moi, je les croyais très dépensiers. Ils arrivent à couvrir leur année jusqu'au 21 novembre. Absolument. C'est un peu mieux que nous, exactement. Alors là, l'étude est sur l'administration centrale. Donc c'est vraiment l'État. Et d'ailleurs, on voit que c'est lui qui génère, c'est toujours l'État central qui génère le plus de dépenses et de déficits. Donc, je vous vois venir, comme vous me dites, augmenter les impôts, ça ne colle pas. Ce qu'il faudrait faire, c'est baisser la dépense publique. Voilà. Absolument. Si on n'arrive pas à augmenter ses recettes, il faut baisser les Disons qu'il y a un moment où il faut arrêter d'augmenter les recettes et penser à diminuer les dépenses. Alors, on sait que les dépenses publiques ont beaucoup augmenté ces dernières années, souvent pointé du doigt les collectivités locales, avec des maires qu'on dit parfois trop dépensiers. Écoutez, on a trouvé un maire qui dépense beaucoup, qui est très fier de dépenser. C'est un maire Les Républicains, à Lévins, dans les Alpes-Maritimes, et écoutez son argument. Les logements, c'est la grande grue qu'on voit là-bas, les grandes grues qui sont là-bas. Le centre sportif, le pôle agricole qu'on va réhabiliter en logements sociaux. Est-ce que vous considérez comme un maire bâtisseur? Absolument, et je le revendique. Est-ce que le fait d'avoir une dette par habitant 2 fois supérieure à la moyenne vous empêche de dormir? Ah, pas du tout. Donc je lègue des réserves foncières énormes, je lègue des équipements entièrement neufs de tous les côtés et avec une dette très maîtrisée. Maintenant, l'encours de dette est plus important. On est relativement à 2,5 fois plus que les autres communes. Voilà. Alors c'est vrai, il laisse de beaux bâtiments et puis ça fait marcher le BTP d'avoir un maire bâtisseur.
Et oui, et voilà, c'est tout le mystère de l'économie, c'est qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au fur et à mesure que vous avez des choix publics, donc de ce type qui se généralisent, vous avez les choix privés, eux, les investissements privés qui eux diminuent. Et en fait, globalement, on peut être sûr que la sphère privée est plus à même de gérer un certain type de projets dans l'économie que la sphère publique. Et c'est tout le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de dépenses publiques, de choix publics, parce que dépenses publiques, ça veut dire choix public. C'est ça qu'il faut comprendre, avant tout. Vous me disiez, l'Allemagne, ils arrivent à boucler leur année sans faire de déficit. Ils ont énormément réduit leurs dépenses publiques, puisqu'elle est 10 points de PIB de moins que nous. Comment ont-ils fait? Est-ce que vous avez une méthode, vous, à l'Institut Molinari? Ils ont fait des grandes réformes. Alors que, non, mais oui, mais ça, c'est toujours ce qu'on dit. Mais concrètement, on fait comment? Concrètement, oui. Alors concrètement, il faut une méthode, c'est-à-dire se fixer comme objectif que effectivement la baisse des dépenses publiques est une priorité. Considérer que la fiscalité, c'est hors champ, donc on se focalise sur la baisse des dépenses. Et ensuite, concrètement, dans tous les pays qui ont réussi à se réformer, qu'il s'agisse du Canada, de l'Allemagne, de l'Estonie, etc., ce sont des pays qui se posent la question de la sphère publique versus sphère privée. Qu'est-ce que la sphère publique doit continuer à faire impérativement et donc bien faire, et qu'est-ce qu'elle rend à la sphère privée? Et là, quand on pose cette question, évidemment, on se demande donc comment fonctionne notre marché du travail, comment fonctionne le financement de la protection sociale, la culture, comment ça doit être fait, l'éducation, comment ça doit être fait. Et en fait, des exemples de choses qu'il faudrait supprimer. Là, vous avez dit des choses qu'il faut supprimer. La France est, dit-on, le pays où il y a le plus de festivals en Europe. Il faudrait supprimer les festivals? Alors, supprimer les festivals, vous voyez, c'est trop global, et c'est-à-dire que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre juste comme ça. On doit. Vous voyez, c'est exactement un problème. La méthode, c'est pas le rabotage, c'est pas la rationalisation, c'est vraiment prendre l'ensemble des missions de l'État et dire c'est quoi la mission de l'État et c'est quoi la mission du marché. Que fait l'État qui ne devrait plus faire? Eh bien, aujourd'hui, je pense que la vraie question en France, c'est son marché du travail, d'abord et avant tout même. Avant même de commencer la baisse de la dépense publique, il faut que notre marché du travail fonctionne. Une fois que notre marché du travail fonctionnera, parce qu'il sera plus flexible et plus à même de créer des emplois au fur et à mesure que d'autres sont détruits, on pourra passer à des questions comme par exemple celui du financement de la protection sociale. Et là, il y a plein de... Par exemple... Parlons de santé. Et bien, si on parle de santé, il faut continuer à s'appuyer sur ce qui existe déjà en France, la concurrence. Vous voyez, alors, en Allemagne, par exemple, les artisans ont le droit de se désaffilier la sécurité sociale. Ouais, est-ce que c'est une piste que vous souhaiteriez qu'on envisage chez nous? Oui, c'est-à-dire que les artisans disent « Moi, je m'occupe de ma retraite et je m'occupe de ma santé avec ma petite sécu privée. » mais ce que vous dites, il faut souligner que ce qui est important, c'est qu'il y a une concurrence entre différents acteurs qui produisent des services de santé ou de retraite. C'est exactement ce que la Hollande a fait. Vous voulez démanteler la sécurité sociale à la française, le Conseil national de la résistance, 1945, etc. Vous voyez, mais curieusement, il faut s'appuyer sur ce qui existe, parce que la France, comparativement à d'autres pays, elle a des piliers libéraux extrêmement fort. Le système de santé, c'est pas un système 100% public. Et c'est un système qui a des piliers publics, qui a des piliers privés. Et le problème, c'est que depuis 1996, on a décidé qu'on supprimait les piliers publics au nom d'une maîtrise comptable des coûts qui, dans le monde, partout ça a été testé, n'a jamais permis de faire des économies. Et donc, vous voyez, il faut faire le chemin inverse, ce que l'Allemagne a fait, et qui lui permet aujourd'hui, effectivement, d'avoir des résultats plus probants en matière de défense publique. Et puis, il faut voir que ça donne plus de choix aussi aux individus. Donc, et on a un système qui est un peu plus pérenne sur le long terme. Voilà, et l'Allemagne qui est en excédent budgétaire, alors que nous, on va devoir emprunter pour terminer l'année 72 milliards, qui va se rajouter à la dette qu'en rembourseront nos enfants. Voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même trouver quelque chose. Merci beaucoup Cécile Philippe, donc directrice de l'Institut économique Molinari. Tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. Bien sûr, cette question de la dette et du déficit sera au cœur de la prochaine élection présidentielle, donc qui fera avec peut-être un duel François Hollande contre Nicolas Sarkozy. D'ici là, François Hollande devra affronter les régionales et surtout réussir la grande conférence sur le climat à Paris à la fin de l'année. C'est dans l'air est intitulé ce soir COP21 régionale présidentielle.